Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 3. 3. Je crois que c'est notre 122e épisode, faudrait vérifier, mais bon. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Hello Simon, est-ce que tu vas te mettre à compter tous les épisodes comme ça? Ben, c'est toujours le fun là, de dire des gros chiffres, ça aide à notre fame. On pourrait nommer nos épisodes épisode 124 au lieu de saison 9 si tu veux. On peut tout changer. J'y pense. Maintenant qu'on a plus de nom d'épisode, en tout cas, c'est à réfléchir, effectivement. En transformation, surtout qu'on est avec Pierre aussi cette saison. PPP7, la légende. Effectivement. Oh oui, c'est bon. N'est-ce pas que c'est bon? Ben oui, alors on est un trio maintenant, c'est vraiment plaisant. Cette saison-là s'amorce très bien, on est excité d'être là. Ça va être le fun, je pense que ça va être une belle ride de la saison 9, quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Bien hâte de voir où ça va nous mener tout ça. Absolument, en fait, de faire autant de recherches, ça nous amène à des sujets que j'aurais peut-être pas pensé parler. Donc ça va être intéressant. Exact. Ben oui, c'est un nouveau concept. Et encore une fois, on n'a pas appris de la dernière fois. On travaille sans filet. On sait pas c'est quoi les sujets des autres. On espère juste qu'il n'y aura pas d'overlap éventuellement. Ça risque d'arriver. Bon, sur une saison sur la saison 9, ça risque pas d'arriver, mais à long terme, on pourrait avoir des problèmes. Pour l'instant, on croise les doigts et on avance tête baissée dans l'avenir. Yes! Ça donne un petit côté d'excitation, là, tu sais, à chaque chronique, on est comme « Oh shit, j'espère qu'il va pas parler de ce que je veux dire. » Tout, fait que... on s'en fout, en fait, du sujet de la personne. On est juste comme « Parle pas de qu'est-ce que j'ai préparé pendant 3 jours. » Ouais, hein, c'est pas moi. Même que des fois, dans mon cas, en plus, moi, c'est qu'il faut pas que je parle de choses qui ont déjà été parlées avant dans les 8 autres saisons. J'espère que t'as fait tes devoirs, en tout cas. Ben, je les ai fait un peu, oui. Nice. Alors, avant de se lancer dans l'épisode, réservez votre date 11 avril. Beach Party. Party de fin de saison de Balado Ludique. Des invités spéciaux en ligne, en live, en après-midi, dimanche, le 11 avril. C'est-tu Pâques? Là, tu fais ça la journée de Pâques? On a-tu fait ça? J'espère que non. En tout cas, le 11 avril, mettez ça dans votre agenda. Nous qui sommes près de si tôt cette année. Ben ouais, c'est ça. En fait, on a tout fait pour pas que ça tombe une journée d'une game du Canadien, mais finalement, on a mis ça à la journée de Pâques. En tout cas, je sais pas si c'est le dimanche d'avant Pâques. C'est le dimanche d'avant. Ah, ok. On est correct. 11 avril, en après-midi, soyez là, on va avoir bien du fun. Sinon, merci au Patreon, comme toujours. Hein, c'est très apprécié de vous avoir avec nous. Petit message spécial que je voulais faire la semaine dernière et que j'ai oublié de faire. On a beaucoup de nos auditeurs, nos auditrices qui sont dans le domaine de la santé. Et il ne faut pas oublier, ces gens-là, depuis pratiquement 1 an maintenant, sont au front dans cette guerre contre l'ennemi invisible qu'est le COVID et ils n'ont pas arrêté. Pour certains, la vie a été mise sur pause. On est confinés à la maison, ok, on sait pas trop. Mais il y a des gens qui, chaque matin, se lèvent, mettent leur soute de protection et vont directement au front. On n'a pas le choix de les remercier, ces gens-là, de les applaudir, de leur dire un énorme merci, de les encourager dans leur travail. Vous êtes fan de Balado Ludique, vous êtes un professionnel de la santé, vous êtes au front. Écrivez-nous un petit message sur Facebook ou autre plateforme et ça va nous faire plaisir de parler de vous dans l'émission. Vous allez être notre héros de la semaine. Ou partagez votre histoire et donc qu'on sache ce qui se passe avec ces gens-là. Mais nous, on est contents quand même de pouvoir continuer à vous divertir. Hein? Nous, exact. Au moins, nous, on peut continuer à le faire à la maison comme avant. Donc, on espère qu'au moins ça vous égaye les journées puis que ça fait passer ces journées-là et les semaines plus rapidement. Ben oui, exact, c'est très bien dit, JF. Nous, ce qu'on fait, on peut pas faire tout, mais on fait ce qu'on peut faire, puis j'espère que ça vous aide un peu dans votre quotidien, bien dit. On va se lancer sans plus tarder, en fait, avec les manchettes, et là, on paraît pas bien. On essaie de pas parler trop d'actualité, parce qu'on se dit, si quelqu'un pogne cet épisode-là dans 5 ans, l'actualité a pas vraiment rapport, mais on n'a pas le choix de mentionner... Comme tu dis, c'est toujours le premier épisode de quelqu'un.
C'est toujours le premier épisode de quelqu'un. C'est votre premier épisode? Enjoy the ride! Bienvenue à bord de la Nation Balado-Ludique! Donc, bienvenue. Sinon, les autres, hein, vous êtes habitués, donc il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça serait fou de passer à côté de cette nouvelle. En ce moment, c'est Montréal Joue qui se passe. En fait, c'est la fin de Montréal Joue. Au moment où cet épisode-là va sortir, il restera que 3 jours. J'espère que vous en aurez profité. Montréal Joue, bon, c'est un gros festival à Montréal chaque année qui est autant autour du jeu de société que du jeu vidéo, que du jeu de rôle. Et là, il y a une énorme programmation en ligne, plein d'activités, plein de choses intéressantes. Donc, vraiment, à ne pas manquer, il reste quelques jours. Il y a des streams en direct, il y a des jeux en ligne, il y a des quiz, il y a des ateliers, des conférences, plein de choses vraiment intéressantes. Montrealjoue.ca, allez voir ça, il reste quelques jours seulement. Encore là, c'est le genre de choses qu'on aurait voulu parler la semaine dernière, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, des fois on oublie. Donc, on va en profiter pour en glisser un mot maintenant. D'ailleurs, Pierre, je te lance la balle au bon parce que je crois que ton sujet, ta manchette du jour, traite d'une des activités que les gens vont pouvoir faire dans Montréal Joue et même après Montréal Joue. Ouais, en fait, c'était pas exactement là-dessus que je me dirigeais, mais puisque tu m'invites à le faire, on va le faire. On va prendre la balle au bon. Il y a effectivement une activité de Montréal Joue liée à la fameuse mode des escape rooms et des scénarios d'enquête immersifs. Et je parle, en fait, je fais une fleur ici au ludologue. Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, ludologue.ca. Alors, le ludologue a maintenant sa petite compagnie dans laquelle il œuvre avec sa douce moitié. Le ludologue n'est pas marié, par contre, mais le ludologue a une compagne. Et sa compagne, en fait, elle s'appelle Lola. Et il a quand même une bonne symbiose avec elle, puisqu'il a développé une habitude, semble-t-il, d'avoir créé des jeux avec elle. Ou du moins de penser jeux. Parce que. Qu'on a déjà reçu d'ailleurs à Balado Ludique, si on se rappelle bien, qui est venu nous parler d'éducation et de jeux de société. Oui, effectivement. C'était dans le cadre, je pense, des émissions de 2020, dans le cadre, je pense, Simon, tu peux nous rappeler ça? Le party de fin de saison de la saison 8, Lola était là pour nous parler effectivement d'éducation à la maison et de comment intégrer les jeux dans des programmes scolaires à domicile, si on veut. Voilà. Donc, voilà, c'est pour finalement en venir à dire qu'ils ont maintenant créé un jeu d'enquête en ligne. Oh! Et il est gratuit. Et ça dure environ 1 heure de jouer à ça. Ça peut être joué en vidéoconférence avec toute votre famille. Et puis, il s'agit simplement d'aller consulter le site de l'agence Friedman. Agence Friedman, donc en un seul mot. Agence A-G-E-N-C-E. Friedman, F-R-I-E-D-M-A-N, donc en un seul mot, .com. Et je pense que leur site est encore en construction, mais il y a quand même des indications pour vous montrer comment accéder à leur activité. Et ça promet, je vous dirais. Maintenant, je pense qu'effectivement, ça va être encore en ligne une fois que le festival va être complété. Parce que si je ne me trompe pas, on est probablement à la fin du festival, à la date où cette émission-là, elle est diffusée. Donc, voilà. Oui, l'émission sera diffusée le 4 et le festival termine le 7. C'est ça. Il reste encore quelques journées là, pour en profiter. Pour ceux qui écoutent ça, la journée de notre diffusion. Un petit peu en retard, oui, malheureusement. Mais il reste encore plusieurs activités intéressantes. C'est sûr que on passe de comme toutes les conventions et les festivals à une formule numérique. Donc, c'est ça, on a hâte de voir le résultat de ça. Si ça commence à prendre, c'est quand même
quelque chose qui commence à être de plus en plus populaire, les conventions numériques, vu l'impossibilité de se rencontrer. Donc, j'ai hâte de voir parce que il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de partenaires. On peut d'ailleurs voir donc quelqu'un comme Ludipsy qui va faire plusieurs apparitions. On a Randolph, on a Foxmine, jeux.ca, donc beaucoup d'implications là, du milieu dans ces activités-là. Bon. Effectivement, bien dit. Désolé, je suis un peu coupé ça, mais vas-y. Ben non, c'est bien correct. Agence Friedman, hein, c'est quand même intéressant de voir que le ludologue et Lola se lancent justement dans un projet de jeu en ligne. Fait que très hâte de suivre ça. C'est clair que quand ça sera un peu plus avancé, tout ça, on va vous en reparler. Il y a pas de stress. Pierre, comme je t'ai foutu la manchette dans la gorge, comme on dit, je vais te laisser y aller avec ton autre manchette, si tu veux bien. Ah! D'accord. Mon autre manchette concerne 2 jeux qui s'en viennent cette année. Oh! 2 jeux qui ont capté mon attention parce que c'est des jeux qui, on va se dire, ont une thématique que je n'ai jamais vue approcher auparavant. Wow! C'est effectivement un wow lorsqu'on est rendu à avoir 2000 nouveautés et plus par année depuis 10 ans dans l'industrie du jeu de société. C'est un sujet, en fait, qui a été traité, on va se dire, mais pas sous cet angle-là, pas sous cette approche-là. Je parle de la médecine. On a effectivement des jeux sur la médecine. Je pense par exemple à Dice Hospital qui est sorti il y a quelques années. Maintenant, on a par contre aucun jeu jusqu'à maintenant qui traite de médecine à une autre époque que la nôtre. Et ouais. Et là, ça devient intéressant parce que ce sont 2 auteurs, je ne pense pas qu'ils se connaissent du tout, qui ont créé ces 2 jeux-là. Et synchronicité, hein? Excuse-moi. Oui, ils sont assez synchronisés, effectivement. Et peut-être qu'ils se sont croisés dans des conventions. Et puis, ils sont pas de la même nationalité non plus. Il y en a un qui est finlandais, l'autre qui est français. En fait, je pense qu'il est belge, là, deuxièmement. Et quand on parle de médecine dans une autre époque, on parle de médecine, en fait, au tout début. C'est des jeux, littéralement, sur les origines de la médecine. Donc, on parle de la médecine, donc, dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc, on voit ici, en fait, des distinctions, parce qu'ils ont quand même traité de la médecine gréco-romaine, mais il y en a un qui s'est penché sur la Grèce antique, et l'autre s'est penché sur les Romains. Et si on commence par celui qui s'est penché sur la Grèce antique, puisque c'est vraiment là que ça a commencé avec Hippocrate, au 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le jeu s'appelle Hippocrates. Et sa campagne Kickstarter va commencer au mois d'avril 2021. Et c'est un jeu qui va être, ma foi, très très beau, très bien produit. C'est l'éditeur Game Brewer qui est en arrière de ça, éditeur belge aussi. Et cet éditeur-là, pour ceux qui le connaissent peu, c'est l'éditeur qui est derrière notamment les jeux de Gugong et récemment de Paris, qui a été créé par le duo Kramer-Kisling, qui est un excellent jeu d'ailleurs. Dernière nouveauté d'Essen 2020. Et Gugong, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un jeu qui se déroule en Chine. Je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau plus gros, je te donne un cadeau, tu me donnes un autre cadeau, on se donne des cadeaux. Oui, effectivement, c'est un jeu qui veut aller chercher cette philosophie-là très chinoise. D'ailleurs, on en avait parlé dans le balado ludique avec Thomas et vous deux à l'époque où j'étais invité. Et on était dans ma voiture et on se parlait de jeux qu'on allait jouer au week-end des LAL à ce moment-là. L'épisode sur la route. L'épisode en vadrouille. L'épisode en vadrouille, exactement.
Salut à Ludo, le gars en vadrouille, notre collaborateur français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles, mais on espère que tu vas bien. On te suit sur Facebook. Je sais que t'es un grand fan de toutes les conventions et tout ça en ce moment. Tu peux pas y assister, mais on pense à toi, qui est un spécialiste du podcast de jeux de société, et il les fait tous dans sa voiture. Bon, ben, salut à toi, Ludo, le gars. Et... ben, pour revenir à Hippocrates, donc, il va avoir, semble-t-il, d'après juste l'image de la boîte, affiche déjà la qualité graphique et matérielle impeccable de cet éditeur belge qui est vraiment dans les hauts standards de la production. L'auteur derrière ce jeu-là, c'est Alain Orban. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain Orban, c'est l'auteur qui fait partie du trio qui a fait des gros succès chez un autre éditeur belge, Pearl Games. Qui a notamment fait 3 et Black Angel et Tournée. Et en fait, chaque jeu que Pearl Games a commis jusqu'à maintenant a quand même eu un succès. S'il n'a pas été un gros succès, ça a été un succès quand même considérable. Et c'est pour cause parce que ce trio d'auteurs ont tous vraiment une tête forte pour créer des mécaniques de jeu. Alain Orban, lui, sa spécialité, c'est les dés. Mais pas seulement. Mais c'est quand même la fameuse mécanique de dés qui est maintenant utilisée dans plusieurs jeux de dés, puisqu'ils sont à la mode. La fameuse mécanique de dés, vous prenez des dés qui sont sur une face, par exemple un dé sur la face 6, qui va montrer la face 6. Et là, vous faites une action pour prendre le dé et le tourner à l'envers, et là, vous allez utiliser la face en dessous. Donc, alors cette fameuse mécanique-là, c'est M. Orban qui l'a mis au monde, et maintenant, c'est une mécanique qui est quand même assez utilisée. Il avait d'ailleurs gagné le plateau d'or il y a 12 ans, je crois, ou 13 ans. Si c'est pas, ou si c'est pas 11 ans. Oui, il s'était inscrit au plateau d'or il y a vraiment plus de 10 ans, et il avait mis cette mécanique-là, je pense, la première fois que je la voyais, dans son jeu qu'il avait gagné. Et puis, dans le fond, son Hippocrate va traiter forcément des rudiments de la médecine grecque, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être des premiers médecins qui vont succéder à Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne, et qui vont simplement passer à travers 5 phases par round, qui vont être au nombre de 4 finalement. Et ces 5 phases-là vont refléter qu'est-ce que c'est finalement de traiter des patients dans un hôpital grec antique. Donc, il va falloir finalement accueillir les patients. Après ça, il va falloir rémunérer nos médecins. Ensuite, il va falloir essayer d'engager des nouveaux médecins ou acheter des accessoires médicaux. Ensuite, il va falloir traiter les patients. Et ensuite, il va falloir faire les points de victoire à cause de la notoriété de notre cabinet de médecine. On n'en dit pas plus vraiment sur les mécaniques, à part du fait que ça va être un jeu qui va impliquer des enchères, qui va impliquer aussi des objets à collectionner en série pour faire des points, des placements de tuiles, mais sinon ça se limite à ça. Et pour le deuxième jeu, une chance qu'il en disait pas beaucoup, hein, là-dessus. Ben ouais, hein. Une chance qu'il y en a juste 2, en tout cas. La prochaine fois que je tends la balle à Pierre pour une petite manchette, je vais savoir comment tenir. Ben ouais, c'est ça t'apprendra. Moi, ma manchette était supposée plus courte que ça. Donc, le deuxième jeu, comme je l'ai dit, c'est la Rome antique. Donc, c'est l'autre médecin de l'Antiquité qui est devenu célèbre, Galien. Galien, en fait, qui est arrivé dans l'histoire autour du 2e siècle après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Sinon, c'est le premier, mais je pense que c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Et Galien, en fait, médecin qui a fait beaucoup pour la médecine, parce qu'il a vraiment creusé les principes de l'anatomie humaine et de la pharmacologie, entre autres. Donc, il a juste poursuivi les connaissances d'Hippocrate. L'auteur qui est en arrière de ce jeu, Galenus, finalement, qui va être publié chez un éditeur suédois, parce que l'auteur est finlandais, donc on se tient en Scandinavie. C'est l'auteur de Ironboard Games, l'éditeur Ironboard Games plutôt, qui va le créer. Galenus va être aussi un jeu où est-ce que vous allez traiter les patients en tant que médecin dans un cabinet. Ce qui va être intéressant par contre de ce jeu-là, qui est créé par
l'auteur Harri-Pekka Kuhusela. Donc, cet auteur-là est connu pour avoir fait un jeu sur le Salon d'Essen en 2014 Ah, Hmm, ouais, ben ouais. oui, oui, qui oui. s'appelle Essen. Donc, qui simule qu'est-ce que c'est d'être un commerçant qui expose au Salon d'Essen et qui a transformé en mécanique de jeu tous les phénomènes qui se passent là-bas quand vous expérimentez c'est quoi commercer un jeu au Salon d'Essen, lancer un jeu au Salon d'Essen. C'est Euh, méta. Hein. c'est assez méta, effectivement. Il avait fait beaucoup parler de lui à l'époque pour ça. Son jeu a été plus ou moins bien reçu parce que ses règles avaient été mal traduites en allemand. Ça va mal quand vous faites un jeu sur un salon de jeu allemand. Mais ses mécaniques étaient quand même bien thématisées. On l'avait remarqué pour ça. Là, ça risque d'aller beaucoup mieux parce que Monsieur Kuhusela, lorsqu'il fait pas des jeux, il est médecin de profession Ah, en ok. Finlande. Donc, il tombe pile poil sur son sujet quand il a fait son jeu. Et son jeu aussi, ce qui va être intéressant, c'est que c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais à action programmable. C'est-à-dire que vous allez programmer ce que vous allez faire dans votre expérimentation de la médecine chez les Romains, sauf que vous allez pouvoir programmer jusqu'à 6 actions. Mais c'est bien jusqu'à 6 actions. Vous pourriez décider pendant un tour de juste en faire 3 alors qu'un autre en a programmé 6. Alors vous allez pouvoir commencer à faire vos actions avant que l'autre ait fini de programmer ses actions ou d'ait fini de faire ses actions une fois qu'il les a programmées. Et ces actions-là peuvent être programmées dans un ordre ou dans un autre. Donc ça donne un potentiel d'interaction assez riche et de variété assez riche, je dirais. Et puis, ben, je pense que c'est assez prometteur. Alors, Nice, ben Yes, deux jeux très sur cool. des thématiques assez spéciales. Là. oui, 2 jeux qui vont sortir probablement plus tard cette année, je dirais probablement autour de l'automne. Encore des Kickstarter, ça? Oui, tout à fait. Tabarnouche. Hippocrate n'est pas encore commencé, il commence en avril. Mais Galenus, par contre, je pense que c'est déjà commencé, si c'est pas terminé d'ailleurs. Pierre s'est rendu le spécialiste Ben ouais. Kickstarter, en fait. Je m'attendais pas à ça, mais là, on Il est dirait... tombé dans le rabbit hole. Il est rendu là, hein? Non, Il est non, rendu là. je suis tombé dans le rabbit hole, mais j'ai pas encore mangé les carottes. Puis, Non, c'est ça, exact. T'es un voyeur dans le Ouais, rabbit ouais. hole. c'est ça. Il fait juste les regarder puis les commenter. Ouais. Du bon côté de la vitre. Tout à fait. En fait, on n'a jamais assez de Pierre, bien entendu, parce que après cette manchette, ma foi, délicieuse et plus longue que réglementaire, ben on va tout de suite enchaîner avec la chronique de Pierre. Yes! Quelle délicieuse surprise. Ça va très bien, effectivement. On est encore une fois bien connecté parce que ma chronique fait suite à ma manchette. Oh, ouais. Quel hasard. Quel hasard. Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt cette saison-ci? Des vrais pros. Des vrais pros. Ma chronique parle d'un autre auteur de jeu qui va publier chez Game Brewers aussi cette année. Il a déjà publié chez Game Brewers, donc l'éditeur belge qui va faire Hippocrate. Son nouveau jeu qui s'en vient s'appelle Stroganoff. Strogonoff. Stroganoff. Et Stroganoff fait référence aux Russes. Et ça fait référence à une famille de marchands russes du 19e siècle, Ben oui, ben oui. spécialisés dans ce qu'on appelle communément au Québec les coureurs des bois. Ah. Donc, les Russes ont eu leur coureur des bois, comme vous pouvez vous imaginer, comme au Québec, parce que comme au Québec et Canada, la Russie, c'est énorme, c'est nordique et c'est plein d'animaux à fourrure. Alors, les Russes en ont profité et ils ont aussi su exploiter ça à fond, tout particulièrement chez une famille de riches marchands du 19e siècle qui faisaient affaire avec les tsars pour faire fortune. Les Stroganov. Vous allez incarner des membres de la famille Stroganov dans ce jeu, qui est de monsieur Andreas Stedding. C'est sur lui que je me penche, l'auteur de Gugong, justement. Pourquoi je me penche sur Andreas Stedding? Parce que c'est son année, je dirais, avec Stroganov, mais aussi parce que tout dernièrement, on parle beaucoup de lui aussi parce que l'édition anniversaire de son chef-d'œuvre, Hansa Teutonica, est sortie. Et fait beaucoup parler aussi. Andreas Stedding, c'est un auteur allemand que je trouve sous-estimé.
parce qu'on parle toujours de Rosenberg, de Stefan Feld, d'Alexander Pfister, mais d'après moi, Stedding est aussi grand que ces noms-là, sinon peut-être à certains égards plus. Euh, la raison pour ça, ben, c'est que ben, il y en a plusieurs. La première étant que c'est un auteur qui n'est pas là depuis hier. C'est un auteur que les gens qui nous écoutent peut-être découvrent à peine à cause de Gogong. Ils ont joué il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, et qui suivent les actualités ludiques qui vont peut-être vouloir jouer à Strogonoff parce que ça s'annonce comme étant très prometteur comme jeu. Mais c'est aussi un auteur qui a fait des jeux depuis 1994. Donc, Ah ouais, Avec ok. Hispania. avec Hispania, exactement. Ulsa Teutonica, à vrai dire, c'est son chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre qui a abouti après 15 ans de création de jeu. Ah ouais, moi je pensais que c'était comme un de ses premiers jeux dans ma tête, là, mais ok, c'était vraiment après beaucoup de travail. Là. Oui, oui, c'est un auteur de jeu qui est comme le vin. Il est vraiment, c'est un auteur de jeu qui vraiment gagne à être connu à mesure que vous jouez à ses jeux à travers son évolution ludique parce qu'il il ne fait que s'améliorer d'un jeu à l'autre. Ses premiers jeux, déjà, par contre, ses premiers jeux, même s'ils étaient moins bien fignolés que ces derniers, déjà, on voyait un talent très prometteur chez cet homme historien de formation, comme je le suis d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je suis très sensible à lui. C'est peut-être pour ça aussi que c'est probablement mon auteur de jeu préféré chez les Allemands. C'est un homme qui attachait énormément d'importance au thème de son jeu. Comparativement à tous les autres Allemands d'il y a 20 ans, où le thème, franchement, c'était vraiment très secondaire. La plupart du temps. Pour Stedding, ça a toujours été important parce qu'il attachait l'importance à l'histoire, donc il fallait qu'il attache l'importance à ce qu'il faisait dans ses jeux quand il voulait attacher une thématique historique à ses jeux. Et il faisait toujours ça. Il attachait toujours des thématiques historiques à ses jeux. Son thème de prédilection, d'ailleurs, c'est les marchands. Il a son Hansa Teutonica, dans le fond, ça traite de la Hanse teutonique, dans le fond, comme le titre le dit. C'est une ligue de marchands, ça, de l'Allemagne du Nord, qui ont vraiment fait fortune vers le milieu du Moyen-Âge, à partir du milieu du Moyen-Âge jusque, je dirais, à la fin de la Renaissance. Et donc, je dirais des années 1100 jusqu'aux années 1600. Et ils ont fait fortune parce qu'ils sont tenus ensemble et parce qu'ils avaient des privilèges des gouverneurs, des hommes de pouvoir de cette époque-là. Chacun avait ses privilèges qui étaient exclusifs que les autres n'avaient pas. Donc ça donnait lieu à quelque chose qui était très intéressant à faire en jeu parce que ça pouvait donner des privilèges à chaque joueur. Et c'est ce que Hansa Teutonica fait quand vous jouez à ça. Vous allez regarder les privilèges en installant des comptoirs à différents endroits sur une carte géographique. Mais c'est pas que ça, en fait. Il s'est aussi intéressé à la Hanse Teutonique, à la Ligue des Marchands, dans un autre jeu qu'il avait publié en 2004, que Jean-François a joué d'ailleurs. Koji. Ou Koge, en fait, qu'on dit absolument. Et Koge, ça fait référence au nom du bateau qu'on utilisait dans la mer. Dans la mer Adriatique. Pas la mer Adriatique, excusez-moi, la mer Baltique. Qui finalement est une mer au-dessus de l'Allemagne et qui va donner lieu à un théâtre de bateaux marchands qui vont vraiment profiter des villes de Russie, de Scandinavie et de l'Allemagne du Nord. Et dans Koge, c'est un jeu où il y a énormément de ramifications et de mécaniques imbriquées qui se forment un casse-tête à pu finir, de prévisions à faire dans vos actions de tour. C'est un jeu qui mériterait forcément une réédition, mais avec évidemment beaucoup de fignolage pour le rendre plus fluide. Mais c'est incroyablement bien calculé, je dirais, comme pensé dans ses mécaniques. À un point tel que quand Bruno Feduti en avait parlé dans sa ludothèque idéale à l'époque, il avait comparé ce jeu-là ni plus ni moins à Porto Rico, dans l'expérience qu'on pouvait Ouais, c'est cutthroat, c'est pas pardonnable. Si tu fais une erreur, t'as chié ta game. Genre ouais. de jeu, là... La bonne époque. La bonne époque des jeux où tu pouvais chier tes games complètement.
Exact. Et il faut vraiment y aller à fond pour éviter ça. Et ensuite, ben, écoute, il y en a fait tellement d'autres. Ses premiers jeux, M. Stedding, c'était des jeux inspirés de Britannia. Britannia, qui est un gros monstre de jeu de guerre de 1986. Pourquoi il était inspiré par Britannia? Parce qu'il avait été frappé par ce jeu-là, qui était, on va se dire, assez révolutionnaire. C'est le premier Même jeu. à ce jour, hein, il y a peu de comparables pour ce jeu-là. Là. Ben, à vrai dire, il a eu des successeurs depuis. Britannia, c'est ni plus ni moins que le père spirituel des jeux comme History of the World, Vinci, et le plus connu de tous, Small World. Ouais, Small World, mais il y a quelque chose d'autre dans le côté historique de Britannia est tellement fort que... Oui, ben c'est ça, exactement. C'est probablement pour ça que Stedding a toujours attaché de l'importance au thème dans ses jeux. Le script de Britannia, c'est comme tu sens l'histoire se dérouler sous tes yeux. Là. On sent tellement que le jeu nous oblige quasiment à respecter l'histoire, sinon il nous pénalise. Ouais, exact. Mais c'est un jeu qui nous fait vivre l'histoire de l'Angleterre de l'époque romaine jusqu'à je pense, 19e siècle. Ou peut-être fin du Moyen-Âge. Mais bref, on incarne plusieurs peuples dans Britannia et on fait des points en faisant ce que les peuples ont fait dans l'histoire de l'Angleterre. C'est la même chose que Small World que vous allez dire, parce que si vous connaissez Small World, on incarne des peuples dans Small World qui vont être en déclin éventuellement pour faire des points puis faire place à un autre peuple qu'on va incarner. Stedding a fait ses expériences avec ça, avec Hispania et Italia, 94 et 2006. Respectivement, des jeux qui ont voulu transposer les mécaniques de Britannia dans d'autres pays. Et il a fait aussi une autre expérimentation plus proche de Small World, celle-là, et de Vinci, qui s'appelle Heart of Africa. Excellent jeu, mais tellement bâclé dans son édition qu'il en a perdu des plumes. C'est un exemple assez frappant. Quand vous voulez avoir un mauvais exemple d'édition, ça c'est un exemple très frappant parce que les règles sont mal traduites. Pas cohérente. Il y a des choses qui sont pas du tout en lien avec ce qu'on voit sur le plateau et ce qu'on met en exemple dans les règles. Il y a des tuiles d'événements là-dedans qui vont avoir des choses que finalement on comprend pas parce que ça n'a pas été expliqué de la même façon dans les règles. Mais quand on réussit à défricher tout ça et qu'on comprend toute la chose, Heart of Africa, il est plus ni moins qu'un Small World pour les gamers. Avant que Small World sorte. Donc, 2 ans avant que Small World sorte, en 2004. Et ça reflète l'exploration du continent africain. Donc, les explorateurs du continent africain comme Jonathan Livingstone, par exemple, au 19e siècle. Et la rencontre des explorateurs avec les peuplades de l'Afrique et l'exploitation, finalement, des ressources de l'Afrique. Et c'est très, très fort comme jeu. En fait, d'ailleurs, il y a un système de combat là-dedans qui est comme Sight. Et qui est comme Dune. Ouais, comme Dune, effectivement. Et puis, il y a aussi des résultats de combat qui sont comme Small World. Donc, on peut attaquer des peuplades neutrales, on peut attaquer aussi des peuplades des autres joueurs, et après ça, les peuplades vont se retirer dans des territoires qui valent des points. Mais là, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est qu'aussi, on peut changer la valeur des territoires. Ce qu'il n'y a pas dans Small World. Il y a d'autres choses aussi que je pourrais dire dans Heart of Africa, mais bon, ce n'est que ça. C'est juste pour vous montrer finalement le génie de Stedding qui est à l'œuvre. Stedding aussi, d'ailleurs, puisqu'il était en avance sur Small World, je vous dirais aussi qu'il est en avance sur, je vous l'ai dit, Sight, mais il était encore plus en avance sur Sight que simplement la mécanique de combat. Stedding a littéralement inventé une chose que vous voyez maintenant dans tous les jeux de société, ben pas toutes, mais il y a plusieurs jeux de société de gestion de ressources maintenant que vous voyez qui vont toujours être tentés d'avoir ce principe-là parce que c'est juste brillant comme principe. C'est le plateau avec ressources qui sont posées sur le plateau et qui vous libèrent des avantages lorsque vous prenez la ressource du plateau et que vous la transférez sur le plateau central. C'est vrai? C'est tout à fait vrai. Oh! Les plateaux comme ça, on pensait que ça apparaissait avec Sight et Terra Mystica. Terra Mystica, ouais. Mais le premier jeu qu'il a fait, c'est Hansa Teutonica. Et c'est pour rien que Hansa Teutonica a fait un buzz en 2009 et qu'il est maintenant dans son édition anniversaire aujourd'hui. Donc, je pourrais vous en dire encore. Je pourrais même vous parler de mon jeu que j'affectionne le plus de M. Stedding, qui est un jeu que personne ne connaît. Qu'on n'a même pas vu dans ma caverne.
le jeu que je favorise de Steading, c'est c'est un jeu de course. C'est un jeu de course, mais qui n'est pas un jeu de course en même temps. C'est un jeu de course qui va aussi mêler du whisky. Et Quoi? oui, oui. En fait, c'est une prémisse assez intéressante. Ça se déroule au 18e siècle. Les Anglais ont conquis les Écossais et ils leur imposent de la taxe sur du whisky. Et là, les Écossais qui peuvent pas se passer de whisky vont commencer à vouloir trouver des moyens de faire de la contrebande de whisky. Et là, ce qui va se passer, eh ben, ils vont faire une course pour respecter une espèce de tradition. Et ils vont ensuite ils vont essayer de prendre des bouteilles de whisky dans cette course-là. Et ils vont essayer de les vendre dans des pubs sur le chemin de la course. Donc, ça s'appelle en fait Scottish Highland Whisky Race, le titre, tout simplement. Mais c'est un jeu où est-ce que vous avancez dans la course en faisant des enchères à point fermé. Et le nombre de cubes que vous allez mettre aux enchères, c'est le nombre de cases que vous allez avancer, sauf pour les cases qui sont occupées par les autres joueurs. Si par exemple vous avez une case qui a 2 autres joueurs sur une case, cette case-là va vous coûter 2 cubes de plus, parce qu'il y a 2 joueurs dessus. Alors vous devez prévoir combien de cubes vous allez mettre aux enchères pour avancer, mais en plus, vous devez prévoir le nombre de cubes que vous allez payer quand vous allez avancer pour être premier à aller à la course à la fin, parce que si vous arrivez à la course à la fin, vous allez faire des points bonus. Vous n'allez pas gagner, vous allez faire des points bonus. Mais vous devez prévoir le nombre de cubes que vous allez dépenser dans vos enchères pour être en premier, mais aussi pour payer ceux que vous allez dépasser. Alors, ceux qui sont en avant de la course, eux, quand ils font leurs enchères, ils doivent prévoir ceux qui peuvent les dépasser aussi. Parce qu'une fois que, s'il y en a un qui est en arrière de vous dans la course, puis qui a misé plus haut, puis qui avance, puis qui vous dépasse, vous, après ça, votre mise que vous avez mis, vous devez l'avoir prévu qui était là avant de vous. Donc, ça, c'est assez intéressant. Puis il y a aussi, en plus, un Anglais qui fait la course, qui est un joueur neutre, qui, lui, s'y arrive à la fin, avant tout le monde, ben là, quand vous arrivez à la fin, vous perdez des points bonus au lieu d'en gagner. Fait que, aussitôt qu'il arrive à la fin, vous ne voulez plus arriver à la fin. Vous voulez être le dernier joueur qui arrive. Donc ça, c'est à part des tuiles spéciales que vous pouvez ramasser pendant la partie aussi, qui sont des bouteilles de whisky que vous buvez, qui vous donnent des pouvoirs spéciaux. C'est le jeu le plus flyé de Steading, mais c'est vraiment... Ça a l'air un peu déjanté, là, justement. Oui, mais c'est juste très, très, très bien. C'est pas, évidemment, son jeu le plus raffiné, mais c'est absolument un petit bijou à découvrir. Ouais, le plateau est vraiment simple, c'est une track, t'avances dessus, mais oui, les mécaniques semblent intéressantes, ouais, c'est ça. Oui, l'éditeur, évidemment, JKLM était un éditeur qui faisait, on va se dire, des éditions de prototypes, et non pas des éditions professionnelles. C'est un tout petit éditeur anglais, ça, qui n'avait pas beaucoup de budget. À l'époque, il pouvait s'en permettre parce que les standards de production n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais les premiers jeux de Steading étaient sortis... en fait, les premiers succès de Steading, ce qui a vraiment fait découvrir Steading, c'était chez JKLM. Koge, d'ailleurs, était là aussi. Ouais, ils ont tous un peu le même style vieillot. Ouais. Nice, ben merci Pierre de nous avoir présenté cet auteur. Ouais. Effectivement, j'avoue que c'est pas un auteur qu'on entend souvent parler. Puis ben comme tu dis, c'est vrai qu'il a l'air de revenir un peu au goût du jour. Là. Oui. Ouais, puis Stroganov, je suis très intrigué. Là. Ça a pas l'air d'une édition un peu bâclée, Non, en fait. c'est Ça a l'air de qualité excessivement supérieure. Là. Oui. On parle en fait d'une production qui frôle la production de Sight, en fait. Dans ses graphismes, dans son matériel. Ah ouais. Même la page couverture, je trouvais qu'il y avait un petit côté site, là, mais on n'est pas dans le côté, mettons, sci-fi ou non. post-apo, là. On est vraiment plus dans un côté réalistique, mais peut-être aussi influence Charterstone, mais en plus réaliste, encore une fois, moins cartoonish. Très joli. Probablement, oui. Probablement. Très joli. Mais c'est très, effectivement, c'est très joli, puis c'est très... C'est très savant aussi comme amalgame de mécanique, de ce que j'ai vu en tout cas. Ça m'a l'air, encore une fois, d'un coup de circuit pour Steading. Très nice. Wow. Ça, en plus, c'est un thème, même au Québec, là, en fait, c'est le thème du coureur des bois, de l'histoire de la Nouvelle-France. Il y a beaucoup de jeux
sur ce thème-là, mais pas vraiment qui exploite le côté de justement du coureur des bois là, qui va faire du commerce, qui va survivre en forêt, toutes ces choses-là. Donc c'est un thème vraiment que j'ai hâte de voir comment ça va être rendu dans ce jeu-là. Mm-hmm. Eh bien, on continue sans plus tarder avec la chronique de Jeff. Oh oui, aujourd'hui, vous savez, nous, à quel point à Balado Ludique, nous aimons les projets Kickstarter, même que Pierre, maintenant, ne fait que ça. Regardez les Kickstarter, il a oublié c'est quoi la vraie industrie et tout, puis il est complètement absorbé par ça. Alors, j'ai pas le choix, c'est pour ça, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, exactement. C'est ça, la réalité du milieu maintenant, aujourd'hui. Il faut l'accepter. Alors... Aujourd'hui, oui, je vais vous parler de Kickstarter, mais je vous ai réservé un petit pot pourri des meilleurs hits, les meilleures erreurs lors d'un Kickstarter. Les erreurs à ne pas faire, les erreurs à ne pas commettre, et surtout des erreurs qui ont été commises par des dizaines et des dizaines de personnes qui ont toutes communiqué à propos de leur expérience sur Kickstarter et dont on peut s'inspirer et aller chercher l'information. Dans le but de ne pas reproduire ces mêmes erreurs-là. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit top 10 des erreurs à ne pas faire lorsqu'on fait un Kickstarter. Nice! Donc, erreur numéro 10, qui est une erreur qu'on voit plus beaucoup maintenant se faire, c'était plus le cas avant, mais il ne faut surtout pas ne pas fournir les règles. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas fournir les règles du jeu. Et oui, sur votre campagne, sur votre page de campagne de sociofinancement, vous devez fournir une copie des règles aux joueurs ou aux potentiels acheteurs là, de votre jeu. Non, les règles n'ont pas besoin d'être finales, les règles n'ont pas besoin d'être au propre, à avoir tout le visuel nécessaire, mais on doit quand même avoir une certaine forme de qualité, de minimum de qualité, c'est-à-dire que les règles doivent avoir été travaillées, lues, corrigées, au moins que les structures soient compréhensibles, puis on s'assure que quelqu'un qui n'a pas participé à la création puisse quand même comprendre et jouer. Donc il y a quand même un minimum de qualité qu'on va avoir quand on place les règles, mais attendez pas qu'il soit final, attendez pas qu'il soit complètement terminé, c'est possible qu'il change en cours de campagne, c'est normal, mais il faut les fournir quand même. Erreur numéro 9. Commencer sa campagne de sociofinancement avant la fin du développement. Bien que ça, là, ça peut être différent pour d'autres produits, parce que quand on pense à du sociofinancement pour du jeu vidéo, ben, c'est différent, c'est un autre domaine. Mais quand on parle de campagne de Kickstarter pour un jeu de société, c'est pour payer la production du jeu et non son développement. Une campagne n'est pas faite pour te payer pendant que tu crées ton jeu, elle est faite pour que tu t'ailles l'argent et le cash flow pour pouvoir produire ton jeu et l'envoyer à tes acheteurs, à tes pré-acheteurs. On s'entend pour que vous soyez prêt à aller en campagne de sociofinancement, le jeu devrait être terminé au moins à 90%, sachant que les 10 derniers pourcents, ils devraient être juste consacrés à du test avec le public, finaliser des petits équilibrages, puis finaliser, s'assurer de la qualité des règles finales. Erreur numéro 8, ne pas considérer le après Kickstarter. Si vous voulez que votre jeu ait une vie après la campagne, il faut le prévoir avant que la campagne commence et il faut le prévoir dans le budget. Il existe plusieurs options à ces fins. Ça peut être la distribution traditionnelle, ça peut être l'autodistribution, ça peut être la vente directe. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, qui vont demander plus ou moins de préparation selon le cas, mais il est très important de le savoir et de le planifier avant de commencer la campagne pour ne pas avoir de mauvaises surprises et ou se retrouver dans des options qu'on aurait voulu prendre mais qu'on ne peut plus à cause qu'on s'est déjà commis. Erreur numéro 7. Pas d'explication de commentaires sur le jeu. En anglais, on va parler de review. Oui, la plateforme de Kickstarter n'est pas en soi un moyen de promotion viable. C'est-à-dire que votre jeu sur le site, sur la plateforme Kickstarter, va avoir une certaine forme de visibilité, mais c'est pas
la visibilité principale ne viendra pas directement des gens qui vont sur Kickstarter. Pierre va le voir, là, mais en général, c'est pas mal, c'est juste 2-3 personnes. Là. Mais en général, les gens vont se retrouver à acheter ou à aller sur votre site plus par bouche à oreille, par j'en ai entendu parler de mon reviewer préféré, j'en ai entendu parler d'amis, tout ça. Donc, le Kickstarter en soi, c'est bon, mais il faut que sur la page, tu puisses être en mesure de proposer une validation sociale, qu'on peut dire. C'est-à-dire que d'autres gens, d'autres humains ont critiqué le jeu, ont pris le jeu, l'ont essayé, l'ont testé et ont donné ses commentaires de façon évidemment là, le plus nerd possible ou de façon le plus honnête possible, mais c'est important d'avoir cette validation-là, d'avoir des reviewers, d'aller chercher des vidéos, d'avoir des commentaires, sinon la page va paraître vide et ça va donner l'impression à vos acheteurs que le projet est peut-être un peu boboche, puis c'est peut-être pas assez sérieux comme projet pour s'engager. Si ton projet, si tu demandes 500$, bah c'est pas trop grave, mais sinon, en haut de ça, est des commentaires. Erreur numéro 6, information trompeuse ou erronée. La communauté de sociofinancement de Kickstarter, c'est une communauté qui est géniale, qui va vraiment vous aider et va vous supporter votre projet. Puis cette communauté-là, elle peut jouer un rôle déterminant dans le financement et la popularité générale du projet. Mais il faut pas oublier qu'Internet, c'est une jungle sans foi ni loi qui permet à quiconque de faire entendre leur opinion. De plus, nature humaine oblige. Les gens ont tendance à donner plus de mauvais commentaires lorsqu'ils sont déçus que de bons commentaires lorsqu'ils sont satisfaits. Donc, faites attention. C'est un outil extrêmement puissant, mais qui peut se retourner contre vous si vous trompez ou vous mettez des informations erronées sur votre campagne. Donc, soyez clair, précis et transparent avant, pendant et après la campagne. Il vaut mieux préparer ses backers à un imprévu, un délai de livraison, un retard X, plutôt que d'ignorer ou de pas informer sa communauté des problèmes encourus. La transparence et une communication régulière, c'est la clé pour éviter la déception de tes backers. Erreur numéro 5, mauvaise qualité du visuel. Le visuel sur Kickstarter, c'est pas mal 90% de l'incitation de vente, c'est l'incitation d'achat, c'est vraiment par le visuel. Faut se rappeler que Kickstarter, c'est un site qui te permet d'acheter des jeux avant même que tu y ailles joué, avant même que tu ailles vu le produit, avant même que le produit soit créé. Donc, il faut être en mesure d'attirer l'attention. Il y a plusieurs façons. On va parler du hook et je vais en parler dans quelques minutes. Mais il faut s'assurer que le design représente bien le public cible qu'on vise avec notre produit et qui est assez de bonne qualité et le mettre de l'avant pour justement attirer l'œil et attirer l'attention parmi cette panoplie de jeux qui sort maintenant sur Kickstarter. Erreur numéro 4, mauvaise qualité des pièces. C'est un peu dans la même lignée, c'est que la qualité générale des pièces est importante. Après tout, quand vous tentez de vendre un produit qui n'est pas encore produit, après tout, quand vous tentez de vendre un produit qui n'est pas encore produit, créé, ça amène possiblement plusieurs problèmes que les acheteurs ne peuvent pas voir à l'avance. Donc, ils vont se faire une idée, puis à partir de l'information que vous fournissez, ils vont se faire une idée de ce qu'ils vont recevoir. Donc, imaginez-vous que si vous recevez le jeu, si vos backers reçoivent le jeu de mauvaise qualité, surtout après avoir attendu 6, 12, 24 mois depuis qu'ils ont acheté votre jeu, l'excitation de l'achat est déjà partie, hein? Donc ça va être plus facile de se retrouver déçu après toute cette attente. Donc si vous fournissez du matériel en dessous des attentes, préparez-vous à devoir répondre à plusieurs plaintes de vos backers.
Erreur numéro 3, mauvaise prévision budgétaire. Ça peut être autant au niveau de la mauvaise évaluation du prix de vente, qui est soit non adapté au public cible ou non adapté au contenu proposé. Mais ça peut être aussi sous-estimer les coûts de transport, des centres de distribution, sous-estimer les coûts relatifs au dédouanage entre les pays, et un paquet de petits frais qui se rajoutent, taxes, impôts, tout ça qui est très facile de ne pas voir ou de ne pas penser pour un premier Kickstarter. Donc, erreur à ne pas faire, le budget, c'est la clé dans une campagne de socio-financement. Erreur numéro 2, le jeu n'a pas de hook. S'il faut pas. C'est pas juste pour Kickstarter, ça, non? C'est pas juste pour un Kickstarter, c'est pour tout. T'as absolument raison, c'est pour tout. Mais encore une fois, spécifiquement pour Kickstarter, dans le contexte où il y a beaucoup de jeux qui sortent sur Kickstarter de plus en plus. Il faut que ton jeu puisse se démarquer. Il faut que les gens puissent se rappeler de ton jeu en disant « Ah oui, ça c'est le jeu qui a telle affaire ». On va généralement penser à des figurines de 2 mètres, des figurines qui ont 3 mètres. de 3 mètres, en 3D, en 4D. Mais bon, c'est pas juste ça. Le hook a d'autres potentiels. Oui, le matériel est un des aspects qui peut être mis de l'avant et qui peut aller attirer l'œil. Mais ça peut être aussi au niveau des mécaniques de jeu, au niveau de la thématique, d'une thématique ingénieuse et originale. Il faut aussi que le produit créé il soit pensé pour le public cible. Si vous designez votre produit pour un public cible spécifiquement, il y a des bonnes chances que cette communauté-là soit attirée par ce que vous lui proposez. Et finalement, la dernière erreur, la numéro 1, c'est peut-être pas la plus commune. Je vous ai fait un petit 10, un top 10 comme ça, mais c'était plus un pourri des meilleures erreurs, des erreurs les plus communes que j'ai pu retrouver sur différents forums, plateformes. D'ailleurs, si vous voulez continuer cette recherche, il y a énormément d'informations. Je vous conseille de regarder du côté de Stonemaier Game, il y a un blog, il y a des livres, et du site Board Game Design Lab aussi qui fournit une panoplie d'informations sur le Kickstarter, mais aussi sur le game design de jeux de société en général. Mais pour cette dernière erreur à ne pas commettre sur Kickstarter, c'est mettre l'emphase sur sa passion des jeux de société plutôt que sur le jeu. Oui, peut-être que c'était possible avant, peut-être que le phénomène Kickstarter a commencé par c'est des projets passion, c'est des individus qui ont une idée, qui ont une vision et qui veulent amener à bout cette vision et ce projet. Malheureusement, il faut se rappeler que de nos jours, Kickstarter, c'est aussi une plateforme qui vend des jeux de grosses compagnies établies depuis longtemps, comme Cool Mini or Not, qui ont haussé le niveau de qualité des jeux, du game design, des composantes, mais aussi du professionnalisme général attendu par les backers. Donc c'est un peu une vision qui était possible avant, mais que maintenant il faut vraiment, être un passionné, c'est une bonne chose. Il faut que tu parles de ta passion, c'est une bonne chose de le mettre de l'avant. Mais c'est pas ton pitch, c'est pas ton hook, c'est pas ton pitch de vente, c'est pas le fait que t'es passionné de jeu, c'est le jeu en soi. Mettre de l'emphase donc sur ton jeu, qu'est-ce qui amène de nouveau, pourquoi tu as créé ce jeu-là et toute l'information liée au jeu directement et non directement à ta passion, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Donc je répète, la passion n'est pas un pitch, mais doit être la base de votre produit. Donc voilà un petit résumé des top 10. Il y aurait probablement beaucoup d'autres choses à dire, en fait, pas probablement. Il y a énormément d'autres choses à savoir à faire. Si vous prévoyez faire une campagne de Kickstarter, prévoyez-vous plusieurs dizaines d'heures juste de lecture et d'apprentissage par des pairs qui ont fait le même travail que vous avant vous pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et si je peux vous donner un petit conseil, chose à faire qui est important pour une campagne de financement, et c'est communiquer le plus possible avant, durant et après la campagne sur le développement du jeu, les différents objectifs, les étapes de production, où vous en êtes rendu. Le plus d'informations, plus vous communiquez à vos backers, plus les backers vont être satisfaits et plus les backers vont vous encourager. Donc profitez de ce que le
Kickstarter vous amène de bon. Ben, bonne chance à tous ceux qui veulent entreprendre cette aventure. Oh, je saisis la balle au bon. Touc! Vous savez que nous travaillons présentement sur un projet de jeu. Une compilation de roll and write d'auteurs québécois. Le développement avance assez bien. Nous serons sur Kickstarter cette année, en 2021. Suivez notre projet avec beaucoup d'attention pour être au courant des dates et tout ça. Nous avons signé déjà plusieurs auteurs d'importance. On va faire un segment plus précis là-dessus. Mais comme JF dit, parlez-en avant. Là, je suis comme, OK, c'est maintenant ou jamais. J'en parle maintenant. C'est maintenant ou jamais. Conseil numéro 1, c'est parfait, ça, Simon. Ben d'ailleurs, tu sais... c'était pratique parce que je faisais ma recherche pour ça. Puis, je me disais, tant qu'à faire, je vais le faire pour la compagnie aussi. Donc, on a profité de ce segment-là pour entamer les recherches. Mais après avoir fait toutes ces recherches, je me rends compte que je n'en suis qu'au début et qu'il me reste encore beaucoup d'informations à absorber là, pour être sûr de bien comprendre tout ce que ça implique, une campagne comme ça. Ouais, ben on n'est plus à l'époque où, tu sais, en 2014, là, les gens se pointaient, il y avait une bonne idée de jeu sur Kickstarter, ils faisaient un Kickstarter, ils voulaient 15 000, 12 000, ok, ils arrivaient à financer le jeu, puis c'était pas des professionnels, ils n'avaient pas fait ces recherches-là, ils arrivaient à le faire, mais maintenant, on n'est plus là Kickstarter, tu sais, c'est plus quelque chose qui est en marge de l'industrie, là. C'est quelque chose qu'il faut accepter comme faisant vraiment partie de l'industrie. Exact. D'ailleurs, maintenant, il y a des éditeurs très bien établis qui utilisent quand même Kickstarter comme outil de marketing et de précommande, là. Mais c'est un outil beaucoup moins indie, si on veut, là, qu'avant. C'est ça, on n'est plus là. Les grosses entreprises en ont profité, l'ont utilisé, ce qui est correct en soi. C'est un système qui est intéressant de prévente. Mais c'est ça, l'impact de ça, c'est que tu peux plus te présenter comme le petit inventeur du dimanche dans ton sous-sol. Il y a comme une coche de professionnalisme que tu dois atteindre pour avoir des chances de financer ton projet. Exact, bien dit. Puis en fait, j'ai eu tellement peur parce que tu frôlais mon sujet du prochain épisode tellement là, à chaque fois. Puis j'étais comme non, on va pas là. Non, c'est correct, on s'en est sorti. T'as pas été là, parfait. Super. Ben là, c'est à toi, Simon. De quoi tu nous parles dans ta chronique de 7000 mots aujourd'hui? Non, ça c'est la prochaine épisode. Prochaine, aujourd'hui, okay, aujourd'hui, c'est la petite chronique. Ben, la petite chronique, je vais essayer de faire ça vite parce qu'on approche de la fin. Alors, je me lance sans plus tarder. Et oui, vous l'aurez compris, je vous parlerai d'un chef-d'œuvre incontesté, sorti en 2016. Rien prédestinait ce jeu au succès qu'il a connu. Je me souviens encore quand on a découvert ce jeu-là, justement, au fameux lac à l'épaule ludique, à cette fin de semaine mythique où on a joué plusieurs parties. Je dois être autour de 100 parties de ce jeu. Il a détrôné tous les concurrents qui étaient dans ma liste de jeux favoris. Archipelago, Innovation, Prêt-à-porter. Malheureusement, ils n'ont pas su résister à ce jeu d'une qualité supérieure. C'est pas un jeu parfait. Hein, je prétends pas que c'est un jeu sans faille. Très loin d'être parfait, en fait. Je sais que Pierre, déjà, je savais que cette chronique-là allait soulever les émotions de Pierre. Mais c'est ça. Avoue que t'as voulu me provoquer en faisant ça. Ben oui, là, c'est provoquant, tu fais exprès, là, Simon, là. On va pas s'en sortir, là. Je pensais que t'avais une petite chronique, là. Ouais, ben, on en a pour une heure. Mon but, c'est pas de défendre ce jeu-là. Et justement, je mets la table en disant que c'est pas un jeu qui est parfait, mais c'est un jeu qui continue de me fasciner à chaque partie. C'est aussi tu peux peut-être juste le nommer parce que nous on le connaît, mais je sais pas si tout le monde... Non, mais là, moi j'attendais le moment du gros reveal, mais c'est bon, on s'entend que je parle si bien entendu. Fais ton build-up, là, c'est juste ça. Non, c'est correct, là, les gars, vous avez intervenu 2 fois. Là. On a déjà brisé, là, ton flow. J'avais préparé ma toune, pis tout, là, mais bon. Fait il s'agit bien entendu du jeu Terraforming Mars de Jacob Frixelius de la compagnie Frix Game. C'est ça, sorti en 2016. C'est pour moi aussi c'est un jeu que je jouais énormément avant, mais c'est aussi pour moi le jeu du confinement. Un des seuls jeux auxquels je joue en ce moment. On fait à peu près 1 à 2 à 3 parties par semaine avec ma femme. Donc on s'amuse beaucoup avec ça, puis à chaque fois la partie se renouvelle.
Et je tiens quand même à mentionner pour moi que ce jeu-là, c'est un jeu excellent à 2 joueurs. Oui, il est bon à 3, oui, il est bon à 4, à 5, à 5. Mais quand je pense à ça, personnellement, là, quand je dis c'est mon jeu favori puis tout ça, je vais toujours être content là, de jouer une partie à 3 ou 4, mais c'est à 2 qu'il est le plus intéressant, le plus engageant ou aussi le moins long. Mais aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous parler à quel point c'est un bon jeu. C'était pas ça le but de la chronique, parce que justement, je voulais pas créer de conflit, je voulais pas qu'on s'embarque dans des débats éternels avec Pierre qui allait taper sur la tête de ce jeu sans raison apparente. Ce que je voulais vous parler, c'est que au début du confinement, ok, il est arrivé quelque chose. Terraforming Mars sur Kickstarter, Ultra Mega Complete Deluxe Box. Toutes les extensions, les visuels revus, les tuiles en 3D, la méga boîte, bang bang, tout le kit, 500 piastres. En fait, je m'étais promis que quand cette version-là allait arriver, j'allais la backer. Parce que c'était sûr qu'elle allait arriver éventuellement, la version de luxe. Pour un jeu qui a plein d'extensions comme ça, c'est normal que ça allait arriver. Et j'avais même mis un petit peu d'argent de côté pour ça, parce que je savais que c'était mon jeu préféré, que j'allais vouloir toutes les extensions. Puis là, je vois ça, 500$, début du confinement, je perds ma job pratiquement. Je suis comme, j'ai mes petites économies, est-ce que je vais les user pour ça? En réflexion constante, le fait qu'il était en anglais seulement a joué pour beaucoup. Parce que comme je vous dis, c'est un jeu que je joue beaucoup avec ma femme, que je joue beaucoup avec des amis aussi. Puis oui, il y en a que ça leur dérange pas en anglais, mais c'est toujours un jeu, c'est toujours un petit coche plus facile en français de le présenter à des nouveaux joueurs. Donc là, il était en anglais, il était cher et j'ai hésité, j'ai réfléchi. Puis en fait, finalement, tu sais, la grosse boîte avec toutes les tuiles de plastique un peu LED, j'ai pas pu me commettre. J'ai dit fuck it, je le fais pas. L'édition de luxe est à l'image du jeu, donc d'un goût visuel un peu douteux. Fait que je l'ai pas fait, mais là, ça m'avait quand même trigger parce que moi, j'attendais ce moment-là. Je me retenais d'acheter les extensions parce que j'attendais la Megabox. Fait que ça veut dire que j'avais pas les extensions en français. J'avais juste une extension, en fait, qui était Hélas et Elysium. Donc, là, j'ai décidé que je voulais les extensions en français de Terraforming Mars. Une quête mythique que j'ai entrepris au début du confinement. Avant d'aller plus loin, je vais juste faire une petite parenthèse sur ma vision des extensions dans le monde du jeu de société. La plupart du temps, je dois vous dire, je suis pas un fan des jeux d'extension. Je trouve que souvent, ça alourdit juste un peu trop le jeu, fait que tu peux pas le présenter à des nouveaux joueurs avec l'extension, mais là, bon, faut que tu enlèves l'extension pour jouer, puis là, tu as joué avec l'extension, fait que ça crée une espèce de paradigme bizarre dans le jeu. Et le reste du temps, j'ai comme l'impression que les extensions, ça sert juste à corriger des défauts de base qui sont dans le jeu, ce qui est encore pire. Donc j'ai tendance à me tenir très loin des extensions. La plupart des jeux, je n'ai pas les extensions pour, sauf les jeux que je joue beaucoup avec les mêmes personnes. Et mais Terraforming, c'est un jeu tellement qui est tellement cher à mon cœur que je voulais vraiment avoir toutes les extensions. Surtout que j'aimais l'idée que les frères Fixiellus, quand ils ont sorti Terraforming Mars, ils savaient déjà qu'il allait avoir 5 extensions. Il y avait un grand plan pour créer l'un des jeux les plus ambitieux qui soit, sans que ça soit un putain de jeu là, de campagne narrative comme ils se font tous maintenant. Donc, ma quête pour les extensions, je décide de pas kickstarter le jeu et je me dis parfait, je vais aller trouver les extensions en français. Un mardi après-midi, bien tranquille, je finis une séance d'escalade. Juste à côté de la place d'escalade, il y a un magasin de jeux de société. Je m'en vais là. Avez-vous des extensions de Terraforming Mars en français? Oui, il nous reste Venus is Next, une copie en français. Parfait, je l'achète. Bang, un jeu d'enfant. On était lancé dans la quête ultime. J'ai passé le reste de cette journée, de midi à 5h du soir, à appeler une trentaine de boutiques dans la région de Montréal pour me faire dire que en français c'est sold out partout, c'est out of print. J'ai acheté la dernière copie qui existait sur la rive sud de Montréal et Montréal d'une extension de Terraforming Mars en français par hasard comme ça. Donc finalement ça allait être une tâche vraiment complexe.
Je me lance dans cette recherche et là je trouve un groupe de gens sur Facebook qui font des commandes sur Philibert en France en groupe pour importer des jeux. Bon, ok, c'est parfait, je check les extensions, il y en a quelques-unes de disponibles, ok, je m'inscris là, mais je suis comme pas sûr. En même temps, je pense à mon frère. Mon frère est en Suisse au même moment. Il travaille là, je lui écris, je dis hey, penses-tu que tu peux trouver ça? Il s'en va dans des boutiques de jeux puis il commence à regarder s'il peut trouver ça. Je lance quelques appels sur Facebook, je mets des annonces, tout ça. Finalement, un gars m'écrit. Et me dit « J'ai Prologue à vendre. Je l'ai ouvert, j'ai joué 2 fois avec, mais finalement, je pense pas jouer. Fait que je te le vends le prix que je l'ai payé avec les taxes. » Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, déjà, je pourrais faire une chronique là-dessus au complet, à quel point j'étais dégoûté de voir. Je l'ai payé 30$, je te le vends 35$. J'ai joué juste 2 fois avec. En fait, sérieusement, j'étais dégoûté, mais je voulais tellement avoir l'extension que j'ai décidé d'y aller quand même. Et j'ai noté le nom de ce gars-là. Inquiétez-vous pas, un jour, là, on va faire une chronique sur lui. Exclusivement, on va le nommer, puis on va le mettre sur la place publique, on va le lyncher publiquement. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir l'extension. Finalement, suite à ces annonces sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit « Ah, j'ai Turmoil pas ouvert, je te le vends 20$. » Eh ouais, là, ça c'était un vrai bon deal. Parfait, je pars en char, 3 heures dans la première tempête de l'année. On doit être au mois d'octobre. Il y a eu une grosse tempête de neige. Puis là, moi, 3 heures de route, je m'en vais sur la Rive-Nord pour aller chercher mon Turmoil. Finalement, parfait. Je l'achète. Le gars était bien gentil. Turmoil neuf, pas déballé. Le gars l'avait reçu en double par erreur. Vous voyez comme quoi, hein, qu'il y a les 2 types de vendeurs sur Internet. Finalement, j'ai eu la chance que mon frère trouve la dernière extension qui me manquait, Colonise en Suisse, et à son retour me l'a rapporté. Et finalement, c'était complet. Attrapez-les tous! J'avais toutes les extensions de Terraforming Mars, vraiment superbe et délicieux. Et on a pu faire une partie complète, enfin, avec toutes les extensions. Bien entendu, on a fait ça graduellement. On a rajouté une extension à chaque fois. Même des fois, on jouait plusieurs parties avec la même extension. Mais on a pu finalement arriver à la fin et faire le cercle complet, l'expérience la plus indécente et titanesque qui soit. Expérience riche, complexe, profonde, des yeux partout, s'adapter constamment aux stratégies, foncer dans le jeu, prendre des décisions déchirantes. Donc vraiment, sérieusement, ils ont réussi un tour de force. Je rêve du jour où j'avais expliqué à quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu-là d'une shot. Puis tu sais, l'éclater avec ça, genre. Donc ça va être vraiment cool. Et ce que j'ai préparé pour vous, suite à cette intro assez longue, c'est... j'ai vraiment de la difficulté à les mettre dans l'ordre, mais je vous ai fait un petit top 5, un peu comme Jeff vous a fait, de mes extensions favorites de Terraforming Mars. Je vais faire ça assez brièvement et vous expliquer un peu ce qu'elles ajoutent dans le jeu. De toute façon, essayez pas de les trouver en français, c'est une quête mythique. Venus is Next, c'est la première extension qui est sortie. C'est peut-être celle que j'aime le moins, même si au final je les aime tous, et surtout quand ils sont tous ensemble, ça fait du sens. Mais... c'est celle que... En fait, ce que je lui reproche réellement, c'est qu'elle est effaçable. Dans le sens que tu pourrais complètement t'en foutre et ça serait pas grave. Donc, elle est là sur le côté. C'est un plateau supplémentaire. Il y a des cartes de plus, mais tu pourrais dire, ah, tout ce qui est Vénus, là, je le check même pas. Je mets ça de côté. Ce qui va te pousser vers Vénus, c'est plutôt d'avoir les bonnes cartes. Donc, le côté de chance. En fait, si t'as une game que t'es chanceux, tu piges des bonnes cartes de Vénus, ben, tu vas plus aller vers là. Fait que c'est un peu ce que je lui demande, ce que je lui reproche. Par contre, avec toute la totalité des extensions, le jeu devient beaucoup plus long. Et Venus is Next a une règle dans l'extension qui permet d'accélérer le jeu. Bien entendu, quand tu joues juste avec cette extension-là, c'est pas intéressant d'accélérer le jeu. Mais quand tu joues avec toutes les extensions ensemble, tu viens sauver quand même une certaine partie de temps dans le jeu qui est quand même intéressant et qui permet d'accélérer un peu la partie. Deuxième extension qui aurait pu, rendu là, en fait, c'est pas un combat pour savoir qui va avoir la 4e place, c'est un combat pour savoir qui va avoir la première. Il aurait pu être pratiquement tout égal à leur façon. Je vais vous parler de Hélas et Elysium. Hélas et Elysium, c'est une extension phénoménale, en fait. C'est juste un plateau. C'est vendu là, dans un saran wrap, pratiquement. Là. C'est juste le plateau de jeu vendu dans un saran wrap, une demi-page de règles, et c'est ça. Mais...
Et c'est là le génie de ces extensions, à quel point on peut changer un jeu avec 2 nouvelles maps recto-verso. Il y a des cartes dans la version de base de Terraforming que tu regardes jamais pratiquement. T'es comme, ça c'est pas très bon, non, ça m'intéresse. Et là, en jouant sur un autre plateau, en fait, ça vient d'ouvrir tout le jeu. Il y a des cartes qui n'étaient pas intéressantes avant, qui sont maintenant très intéressantes. Ça densifie l'expérience d'une façon vraiment simple, sans changer pratiquement aucune règle. Le gros changement, c'est pas, bien entendu, la carte en tant que telle, où les ressources sont placées. Bon, c'est sûr que ça change, mais le gros changement vient de la partie du bas sur la carte de Terraforming. C'est sur la map, là, sur le plateau de jeu, en fait. Les récompenses et les objectifs changent. Donc là, le but, c'est pas d'être le premier à faire 3 forêts, c'est pas d'être celui qui a le plus d'argent, c'est d'être celui qui a le plus de badge science, c'est d'être celui qui a le plus de microbes. Donc, ça change vraiment la façon d'aborder les stratégies importantes dans le jeu. Et ça, c'est fou parce que sur une extension que c'est juste un plateau, à quel point tu peux changer le jeu. En fait, je rêve qu'ils en sortent 3 autres, 4 autres, 5 autres plateaux à l'infini et plus loin encore. Troisième extension dont je vais vous parler, c'est l'extension Turmoil, ou qui n'a pas de traduction en français, mais qu'on pourrait traduire par Tourmente. Et ça, c'est l'extension experte de Terraforming Mars. C'est écrit dessus, c'est écrit extension expert pour Terraforming Mars. C'est du lourd. C'est du lourd, c'est effectivement un jeu par-dessus le jeu. Le petit bémol, mettons, pour cette extension, c'est que ça rajoute à peu près 25% de temps à vos parties de terraforming. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le comité pour la terraformation de Mars qui se trouve sur la Terre. Alors, c'est un comité avec des partis politiques. Il y a un jeu de majorité, il y a des cartes événements, il y a des modificateurs de règles qui changent chaque tour. Et là, on a des petits députés là, qu'on va placer dans nos partis politiques, essayer de pogner des majorités, essayer d'être chef de parti, essayer de faire élire son parti. En plus d'événements qui vont arriver tout le temps. Et c'est vraiment là, cette extension-là vient t'exploser le crâne. Vraiment, quand je dis tu dois avoir des yeux partout, c'est quand ça arrive. D'ailleurs, la folie de ça, c'est que les cartes événements, tu les vois 3 tours d'avance. Fait que tu peux vraiment prévoir 3 tours d'avance. Ok, dans 3 tours, moi je veux que ce soit tel parti politique qui rentre. Parce que moi je suis chef de ce parti-là. Puis là, en plus, tel événement cadre bien avec les cartes que je vais jouer dans les 2 prochains tours. Fait que vraiment, ça amène ça à un niveau là, assez extrême. Et cette extension, la beauté de la chose, c'est que tu peux pas t'en foutre comme Vénus. Parce qu'il y a un parti neutre qui, lui, va quand même se remplir. Donc, il y a un parti qui va être élu, il va y avoir un changement de parti, les événements vont arriver tout le temps. Fait que si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Alors, t'as pas le choix de laisser ça de côté. Prologue, c'est la 2e extension qui est sortie. Et là, pour moi, cette extension-là, ça aurait pu être ma préférée. En fait, rapidement comme ça, j'ai tendance à dire que c'est ma préférée, mais je la mets pas en première position. Et là, encore une fois, c'est le génie Frixelius qui est prouvé. Avec une extension d'à peine 30 cartes, ils arrivent à changer l'expérience ludique complètement, ajouter une nouvelle phase de jeu dont tout le monde rêvait, une phase qui se passe avant que le jeu commence. Alors, pour ceux qui ont déjà... J'en rêvais pas, moi, en passant. T'en avais pas de? Je rêvais pas de cette phase-là, moi. Ah, tout le monde en rêvait, sauf Pierre, bien entendu. Mais c'est assez spectaculaire parce qu'avec simplement 30 cartes, ils arrivent à changer l'expérience complètement. Vous vous rappelez, dans Terraforming, au début du jeu, tu reçois tes cartes de corporation, tes cartes de jeu, puis là, tu choisis celle que tu veux. Mais là, tu reçois aussi les cartes prologues. Les cartes prologues, c'est quoi? C'est des cartes vraiment puissantes qui changent totalement le début de ta partie. Fait que ça peut dire, toi, tu commences avec 6 de production de cash de plus que les autres. Ou toi, tu commences, tu places un océan puis tu augmentes la température de 2. Toi, tu commences, tu reçois 20 plantes. Là, j'exagère un peu pour vous montrer comment ça change la dynamique. Tu reçois 4 cartes comme ça, tu en choisis 2. Et c'est fou parce que... Puis, il y a comme une espèce de côté bizarre parce que ça prend, mettons, 10 minutes des fois avant que le jeu commence parce que là, tout le monde a ses cartes en main puis essaie de faire sa stratégie. Mais ça fait que quand tu commences la partie, t'es déjà aligné sur quelque chose, t'as spécialisé la corporation que t'as choisie, et la partie suivante, ta corporation, même si tu reprends la même, avec les cartes prologues, ça change complètement le début du jeu, et ce début-là va t'enligner pour pratiquement la moitié de la game à venir, donc c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment, tu sens que ton entreprise, ta corporation, elle est différente d'une partie à l'autre. Un nombre incalculable de combinaisons en rajoutant un deck de seulement 30 cartes.
Donc vous voyez que dans toutes les extensions, il y en a 2 là, que c'est vraiment mineur, mais ça change énormément de choses. Dernière extension qui est probablement ma préférée, c'est l'extension Colony. Colony, en fait, c'est une extension dans laquelle il y aura des colonies, en fait, dans la belt, hein, comme diraient les fans d'Expanse, donc sur des lunes reculées, sur les ceintures d'astéroïdes, un peu plus loin dans l'espace, dans le système solaire. Et tu as des petits vaisseaux vraiment cool dans lesquels tu mets ton cube et tu vas aller faire du commerce. Tu vas mettre des colonies sur ces astéroïdes, ces lunes-là, et ensuite tu vas aller commercer avec elles. Premièrement, elle est vraiment cool parce que les petits vaisseaux sont vraiment intéressants, mais ça permet d'aller chercher des ressources dans le jeu que tu n'avais aucun moyen pratiquement d'aller chercher avant, comme des cartes, des microbes, des animaux, plus d'argent, augmenter la production de certaines choses que tu ne pouvais pas faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui n'étaient pas possibles avant. Et à la manière de Vénus, dans cette extension, tu peux t'en foutre complètement, comme tu peux jouer avec. Mais tu ne seras pas désavantagé ou avantagé parce que le coût pour aller investir dans ces colonies-là est quand même assez élevé et pour commercer avec aussi. Donc cet argent-là, tu le mets pas ailleurs, mais ce que tu en retires est intéressant. Ça va dépendre aussi comment les autres joueurs vont le jouer. Il y a une question de timing qui est vraiment bien parce que à chaque tour, les colonies génèrent plus de ressources, mais quand quelqu'un va le chercher, ça ramène le nombre de ressources à 0 et ça continue à monter. Donc, vraiment, beaucoup de possibilités stratégiques avec ça si c'est joué de la bonne façon. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé l'extension Colonie. En fait, je dois vous dire, la partie que j'ai préférée, c'est celle où toutes les extensions étaient ensemble et c'était absolument, comme j'ai dit plus tôt, indécent et titanesque. Alors, j'étais content de vous parler de ce jeu que j'affectionne particulièrement et surtout de vous présenter donc les différentes extensions pour Terraforming Mars. Ouais, c'est bon ça, c'est très bon ça, Simon, parce qu'il y a tellement d'extensions maintenant qui sortent, c'est bon d'avoir un petit résumé là, de quelqu'un comme toi qui les a toutes essayées et tout, pour nous enligner, peut-être qu'on n'a pas tout le désir d'acheter toutes les extensions comme toi, ou la boîte à 500$, mais au moins d'aller chercher peut-être des extensions qui nous intéressent vraiment, ou qui nous passionnent plus particulièrement, donc c'est un bon petit résumé ça. Merci, Simon. Eh bien, merci. Puis c'est ça, exactement. Il y a des extensions qui valent plus la peine pour certaines personnes. Donc, c'est pas exactement pour tout le monde. Je dirais particulièrement l'extension Turmoil. Vous pourriez... En fait, on a joué comme 10 parties sans cette extension-là avec toutes les autres. Puis l'expérience était vraiment intéressante aussi. Le Turmoil, c'est un autre niveau. L'extension experte, c'est vraiment expert. Là. Ouais. Très cool. Mais là, la vraie question, c'est... Il est pour quand, là, l'extension faite pour Pierre, là, pour qu'il considère que c'est le meilleur jeu? Ouais. Ben là, Pierre, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là? J'étais curieux de voir. Je voulais pas partir un gros débat, là, mais... Bah, écoute, moi, quand les extensions de Forge and Steel vont sortir, vous allez voir à quel point j'avais raison. Faut savoir que la fois où on a découvert Terraforming Mars, Pierre nous a dit non mais les gars, Terraforming Mars c'est pas si bon que ça. Forge and Steel, ça c'est vraiment bon. Et on a joué une game de Forge and Steel, on l'a fini par politesse. Et au lieu de s'en aller de la convention à 1h du matin comme on était supposé de faire, on a dit ok, on joue une autre game de Terraforming Mars puis on s'en ira après. D'ailleurs, je sais un peu pourquoi Pierre a un espèce de ressentiment par rapport à Terraforming Mars, parce que c'est un jeu qu'il n'avait pas anticipé. Ben oui, ça, je comprends. Il l'avait pas vu venir, là, celle-là. Non, il l'avait pas calé, mais peu de gens l'avaient calé à... Nous, on l'a découvert par... Ah ben, si vous voulez croire ça, on peut croire ça. Je peux vous faire plaisir en vous laissant croire ça, c'est sûr. Ah, il est rendu généreux, ce Pierre, hein, sérieusement. Mais bon, un jour, on fera un véritable débat sur est-ce que Terraforming Mars est un excellent jeu ou le meilleur jeu. Ça sera à voir. C'est incroyable de dire je prétends comme ça. Je prétends quand même pas que c'est un jeu parfait, un jeu sans faille. C'est juste que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et ça adonne que les gens avec qui je joue le plus aiment vraiment beaucoup ce jeu-là aussi. Donc, on le met souvent sur la table, on l'explore, on a essayé tellement de stratégies différentes, tellement de façons de jouer différentes. Avec les extensions, c'est ça qui est la beauté. La partie est toujours différente, en fait.
Yes. Ben, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui, l'épisode 3. Merci encore une fois, messieurs. Je rappelle, bon, le Beach Party, le 11 avril. Mettez ça dans votre agenda. Sinon, ben, JF, je te souhaite une très bonne semaine. À toi aussi, Simon. Et Pierre, le mot de la fin? Je sais pas, je suis en train de gérer encore ta chronique, là. J'ai du mal à avoir des mots de la fin pour ça. Bon, ben, on se retrouve la semaine prochaine.